Un jour, des marins téméraires ont pris la mer pour écrire une page de l'histoire de l'Andalousie. Au confluent de deux continents, l'Andalousie a de tout temps attiré des voyageurs en quête de nouveaux territoires et de nouvelles richesses. Les peuples qui se sont succédés ont marqué leur empreinte et forgé une identité. Ils ont laissé en héritage un patrimoine, une culture, un art de vivre et plus que tout, un esprit d'aventure. Une ville avance sur la mer comme un défi. Cadix incarne l'âme de l'Andalousie. Son architecture témoigne de sa grandeur passée. Au XVIIIe siècle, des aventuriers des mers partaient de là pour la conquête du Nouveau Monde. À cette époque, rien n'est trop beau pour exposer les richesses du premier port d'Europe. On bâtit des cathédrales, un style inspiré de l'architecture d'Amérique latine. Aujourd'hui encore, dans les vieilles ruelles de Cadix, on respire un air d'aventure. L'homme qui va nous servir de guide n'est pas devenu historien par hasard. Il a hérité de ses ancêtres la passion des récits d'aventure. Tout ça devant nous fait partie de cette ville du XVIIIe siècle. Ce que vous voyez là, c'est l'héritage de cette époque du commerce avec l'Amérique. Un commerce important et puissant. On dénombre à Cadix à peu près 135 tours construites par la noblesse. Ça permettait aux armateurs ou aux commerçants de voir les bateaux arriver de l'Amérique ou des Philippines. Et comme ça, ils étaient là pour le déchargement et ils évitaient les vols. Les traces de ce passé glorieux laissées par les aventuriers sont partout. Javier Fornel a son jardin secret. Ce parc est un autre héritage de la splendeur de Cadix. Il est orné de plantes exotiques, ramenées des colonies, des espèces végétales jusque-là inconnues. Mais derrière cette végétation touffue, des clandestins ont fait le voyage. Là, on entend des oiseaux, et ce sont des oiseaux tropicaux. Il y a des perruches et des perroquets qui sont arrivés avec les navigateurs. Ils sont restés dans la ville grâce à la douceur du climat. Avec toutes ces plantes et ces arbres apportés au fil des voyages, on a fait ce jardin botanique, certes petit, mais le plus exotique de toute l'Espagne. Mais le plus grand trésor de Cadix est ailleurs. Au pied de ces fortifications, à l'ombre d'un fort construit sur des récifs où beaucoup de bateaux ont fait naufrage. Aujourd'hui, les bateaux se sont modernisés, mais la baie est restée la même, comme au temps où ces aventuriers rentraient fatigués d'un long et périlleux voyage. Ici, c'était le port. Les bateaux n'accostaient pas à cause des murailles qui protégeaient la ville. Des grands navires mouillaient donc ici. Et pas mal ont coulé dans les parages. Il y a à peine 6 mois, on a trouvé une épave du XVIIe siècle ici même. C'était là. On estime qu'il y a environ 400 bateaux coulés dans toute la baie. On dit qu'il y a suffisamment d'or enterré ou immergé dans la baie de Cadix pour en finir avec la crise en Espagne. Dominant la rade de Cadix, la Vierge est aux premières loges pour contempler la folie des hommes. Les côtes andalouses furent le théâtre de nombreuses batailles pour la conquête des territoires.
Le cap de Trafalgar donnera son nom à l'une des batailles les plus marquantes de l'histoire maritime. En 1805, les Espagnols, alliés aux Français, essuient une cinglante défaite contre la flotte britannique. Cette victoire marque la domination britannique sur les mers du monde pendant plus d'un siècle. L'histoire de l'Andalousie est émaillée de conquêtes et de soumissions. Au 7e siècle, les Arabes foulent le sol andalou. Ils importent leur savoir-faire et bâtissent des villages blancs accrochés à des montagnes. Verer de la Frontera n'a pas beaucoup changé depuis son origine. Certes, les Arabes ont déserté, mais d'autres aventuriers ont pris leur place. Je suis arrivé en 88 et à cette époque, il n'y avait pas de touristes. Juste 2 ou 3 restaurants et un hôtel, rien de plus. L'aventure pour James consiste d'abord à s'affranchir de son kilt. À 18 ans, il quitte l'Écosse pour une vie de bohème qui le mène jusqu'en Andalousie. Tombé sous le charme, il y pose ses valises. Mais l'aventure ne fait que commencer. James achète une maison en ruine et décide de la transformer en petit hôtel-restaurant. Le pari était loin d'être gagné, mais l'appétit des clients fait marcher les affaires. Dans ce patio, on a planté des arbres nous-mêmes. À l'origine, c'était un poulailler. Quand on l'a acheté, il y avait des vieilles bicyclettes, des vieilles machines à laver, des poules en liberté. Donc effectivement, on a pas mal restauré. La petite entreprise de James ne connaît pas la crise. Elle s'agrandit même. James a racheté d'autres maisons mitoyennes qu'il a restaurées, tout en conservant l'esprit d'origine. Pas question par exemple d'installer un ascenseur. L'accès aux chambres se fait par un dédale d'escalier. C'est le prix à payer pour profiter du charme de l'Andalousie. Mais sa plus grande fierté, c'est d'avoir conservé l'intérieur de l'une des plus anciennes maisons du village. À l'époque, les Arabes cherchaient à se protéger de la chaleur, et ils avaient leur technique. Quand nous avons acheté cette maison, c'était une ruine. Mais on s'est dit, on ne touche à rien de la partie intérieure, de la partie importante de la maison. On a juste changé le sol, mais le reste, c'est comme avant. Ça a été creusé à la main il y a 1000 ans. Et cette partie-là, ça a 700 ans. Vous voyez la différence de construction ? Malgré ses cheveux un peu trop blonds, James a finalement réussi à creuser un sillon au plus profond de l'Andalousie et même à se faire accepter des indigènes. L'Andalousie, on la connaît pour ses plages, pour ses villes touristiques, comme Séville ou Cordoue, mais pas pour l'intérieur de ses terres. Heureusement, ça commence à changer. Avant, James fréquentait les châteaux écossais. Maintenant, il vit un véritable conte des 1001 nuits. Les moulins à vent chers à Don Quichotte ont déserté les paysages andalous, mais un souffle d'aventure continue de balayer le ciel. Ce jour-là, nous nous laissons porter vers la partie la plus au sud de l'Espagne. Une petite pointe tournée vers le continent africain. Tarifa n'est qu'à 11 km à vol d'oiseau du Maroc. Et c'est le plus marocain de tous les villages andalous. Mais la comparaison s'arrête là, car pour le reste, c'est plutôt Saint-Tropez.
Tous les étés, une horde d'envahisseurs vient perturber la quiétude des vieux du village. C'est complètement fou. Je ne sais pas ce qu'on a dit aux gens sur Tarifa pour qu'ils viennent tous. Ici, ils ont le sentiment d'être libres. Ils font ce qu'ils veulent. C'est ça qui attire le monde l'été. Avant, à cause du vent qui souffle à Tarifa, les gens partaient. Aujourd'hui, plus il y a de vent, plus les gens viennent. C'est une chose curieuse. Un vent de liberté fait tourner la tête de nombreux aventuriers de la glisse. Il y a 25 ans, les premiers ont débarqué avec leurs planches à voile. Et depuis, c'est le kitesurf qui a pris le contrôle du ciel. Tarifa, c'est la Mecque du vent. Un grand bac à sable où petits amateurs et grands se partagent le bouillon. Un business qui n'a pas échappé à une jeune Française. Aurélia Herpin a mis les voiles il y a 10 ans pour Tarifa. Ancienne championne du monde de kitesurf, elle transmet aujourd'hui sa passion en donnant des cours dans toutes les langues. Au niveau des mains, faut pas que tu sois trop crispé ici. Continue comme ça. Die wollen wissen, warum bist du nach Tarifa gekommen? C'est la ville du kite en Europe, c'est le meilleur endroit. C'est là où on a tout le temps du vent. La fréquence du vent, c'est assez étonnant ici. On a peut-être seulement 2-3 jours sans vent dans le mois. C'est vraiment le point central, c'est là où ça se passe en fait. Donc ça c'est la spécificité de Tarifa en fait. Une spécificité, mais pas la seule. Car il y a Tarifa le jour et Tarifa la nuit. Les étoiles ont remplacé le vent. Aurélia a plié ses voiles. Elle endosse ses habits du soir. Là, il est 1h là. Ça commence à bouger. Voilà, il y a des bonnes choses aussi. Il y a un patio aussi, on peut aller là, regarde. Viens, on va aller par là. Il y a un patio andalou là, c'est top. Ce genre de choses, on ne voit jamais en France, ça c'est clair. On ne peut pas imaginer des fêtes comme ça dans la rue. Les gens pètent un câble et ils se lâchent et c'est tout un spectacle. Avant, les aventuriers faisaient la guerre pour conquérir les territoires. Mais maintenant, ils font la fête. Au petit matin, le calme est revenu sur les côtes andalouses. Ou presque. Car une ferveur monte dans le ciel de Malaga. Une vierge qui fend les eaux, c'est pas banal comme spectacle. Un curé en tenue d'homme grenouille, non plus. À croire qu'à Malaga, la foi, ça se vit comme une aventure. Des hommes grenouilles défilent dans les rues. Ils portent la Vierge des plongeurs, leur patronne, qu'un public envoûté vient saluer au passage. L'Andalousie n'est pas avare de processions, celle-ci est sans doute la plus singulière. Retour quelques heures auparavant. Bien tranquille au fond des eaux, une vierge déposée là par un plongeur rescapé d'un accident dans les années 80 fait l'objet de toutes les attentions. Elle s'apprête à prendre un bol d'air. Une seule fois dans l'année, les plongeurs la sortent des eaux pour la célébrer. Une occasion suffisamment rare
pour que le curé mouille sa soutane. C'est une émotion très étrange. Une rencontre avec Dieu dans un milieu merveilleux. L'attachement qu'on a pour la Vierge renforce notre esprit de communauté. Je suis très ému. Beaucoup de joie, très content. Très content. L'église semble bien trop petite au passage de la Vierge des Plongeurs. On célèbre une messe pour la remercier de tous les miracles qu'elle a accomplis. Et Andalousie oblige, l'église résonne du son de la guitare et des castagnettes. Quant aux fidèles, ils restent droits dans leurs bottes, en néoprène. Une journée pleine d'émotions qui touche à sa fin. La Vierge des Plongeurs s'apprête à retrouver le monde du silence. C'est une manière très espagnole de concevoir la religion. Une manière très impulsive. En temps normal, on vit la religion de façon distante toute l'année. Mais à certains moments, comme la Semaine Sainte, la fête de la Vierge, Carmen, les gens qui d'habitude n'expriment pas leur foi se mobilisent et la dévotion explose, comme vous pouvez le voir ici. Un dernier hommage et la Vierge Carmen disparaît dans les eaux de Malaga, d'où elle ne ressortira plus avant l'année prochaine. En remontant la Costa del Sol, difficile d'échapper à l'un des clichés qui colle le plus à l'image de l'Andalousie. Des côtes bétonnées, des plages bondées, qui témoignent surtout de l'aventure des années 60, symbole des congés payés. Un peu en retrait, d'autres préfèrent partager une aventure plus intimiste, à l'ombre de palmiers et de villas luxueuses. Mais pas besoin d'être milliardaire pour tenter l'aventure. L'Andalousie recèle encore des terres sauvages. Même les terres les plus arides attirent les aventuriers. Tabernas est le plus grand désert d'Europe, 300 km², et au milieu, un Eldorado pour aventuriers. Vous voulez monter? Là, cette église et cette fontaine, c'est ce qu'on voit dans le film Les 7 mercenaires. Parce qu'il ressemble au Grand Ouest américain, le désert de Tabernas a su attirer des aventuriers du rêve. Dans les années 50, Sergio Leone y tourne ses plus grands films. Et d'autres productions suivront. Mais 20 ans plus tard, les studios mordent de la poussière et on veut les fermer. C'est alors qu'un justicier aventurier décide de les racheter. Le temps n'a rien changé. Il y a toujours ici une âme, quelque chose d'unique, quelque chose du registre du fantasme. Et tout ça, c'est sorti des mains de professionnels, de décorateurs. Le nouveau patron est un ancien cascadeur de films. Il a participé à de nombreux tournages. Regardez, c'est la fameuse arche qu'on voit dans pas mal de films. Si vous pouvez, avec la caméra, filmez jusqu'en haut. Il y a des passionnés qui viennent ici et qui emportent des bouts du mur comme souvenir. Alors on doit remplacer et remettre en état. Eux, ils pensent que c'est un morceau de l'arche originale qu'ils emportent, mais en fait, c'est tout récent, puisque tous les 3 mois environ, on est obligé de remplacer les morceaux qui manquent.
y cada 2-3 meses lo reparamos. De nombreux acteurs ont foulé la poussière de Tabernas. Des grands. Mais l'un d'eux dégaine plus vite que les autres. Clint Eastwood n'est pas venu ici, il est né ici. Je vous le dis, Clint Eastwood est né ici. La première fois qu'il est venu, il était simple figurant, il n'était pas acteur. C'était bien avant le tournage de Pour $1 de plus. Il s'est mis à dire une phrase en anglais, puis deux, et quelques films plus tard, il sera l'un des plus grands acteurs qu'on puisse connaître. C'est un grand acteur, mais un acteur né ici, près d'Almería. On tourne encore quelques films dans les studios du désert de Tabernas. Le reste du temps, des figurants tirent à blanc pour amuser les touristes de passage. Depuis longtemps, les cow-boys ont rangé leurs colts au rayon des vieux souvenirs d'aventure en noir et blanc. Mais sur la terre ou le long des côtes andalouses, on croise toujours des explorateurs à la conquête de nouveaux rêves.